vous me parlez de l'idée que je me fais de la France, ce n'est pas un sujet nouveau. Il est tout à fait vrai, je dirais que c'est ma raison d'être, il est tout à fait vrai que depuis toujours et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. Il y a même là quelque chose d'extraordinaire. Dans nos malheurs, on s'en aperçoit tout de suite. Et quand nous sommes heureux, prospères, glorieux et forts, on s'en aperçoit aussi, dans la mesure où les gens nous regardent avec envie. C'est vrai, la France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. Et elle doit avoir dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Bonjour, je m'appelle Alexandre Zermati et toutes les semaines, je vous propose une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, un épisode un peu spécial, puisque Bruno Jarosson, auteur de Gaulle, leçon de commandement, va nous décrire au travers de quelques anecdotes les principes de management du général. Si vous avez aimé cet épisode et que cette thématique des hommes qui ont marqué l'histoire vous intéresse, laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast pour m'encourager ou me dire quoi améliorer. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Je suis Bruno Jarosson. Mon métier dans le civil, c'est consultant en stratégie. Et puis j'ai quelques vices impunis, c'est que j'ai écrit une trentaine de livres de philosophie et de stratégie et 3 pièces de théâtre sur des thèmes historiques et de décision. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire sur le général de Gaulle? Le livre s'intitule « Leçon de commandement ». De Gaulle est un personnage historique très, très étudié et très admiré, mais il y a plusieurs aspects. Il y a son œuvre politique et puis il y a son style en tant que commandant. Alors, je dis dans la préface du livre que je ne suis pas gaulliste, je ne suis pas spécialement gaulliste, je ne suis pas spécialement anti-gaulliste, mais enfin, disons, les options politiques du gaullisme ne sont pas les plus proches des miennes, et ce n'est pas ça qui m'a intéressé. Donc, ce n'est pas un livre de critique ou de louange sur la politique qu'a fait le général de Gaulle, c'est plutôt sur la façon dont il a agi, dont il a commandé, dont il a managé, dont il a fait de la politique. Et sur ce deuxième aspect, je dois dire que j'ai une immense admiration pour le général de Gaulle. Je pense que ce qui nous laisse de plus précieux, c'est pas d'avoir pris telle ou telle décision à propos de l'OTAN, mais c'est son exemple en tant que chef qui est extrêmement singulier. Et finalement, c'est un personnage qui a eu une influence considérable du point de vue de la politique. C'est le Français le plus notable, le plus connu du XXe siècle. Henry Kissinger fait une remarque sur De Gaulle tout à fait intéressante dans ses mémoires. Alors, Henry Kissinger est devenu secrétaire d'État en janvier 69 et De Gaulle a quitté le pouvoir en avril, donc ils ne se sont pas beaucoup croisés. Mais en mars 69, Nixon est venu avec Kissinger à Paris, donc Kissinger était un peu tout jeune, frais et moulu dans la politique, il est très impressionné de rencontrer De Gaulle. Et il dit, pour lui, il rencontre le monstre sacré et il en fait un éloge absolument extraordinaire. Il dit c'était quelqu'un qui avait une capacité d'analyse, une intelligence, une autorité naturelle. C'est extraordinaire. Et il fait cette réflexion, cette phrase tout à fait singulière. Il dit, quand De Gaulle se déplaçait dans une pièce, on avait l'impression que c'était le centre de la pièce qui se déplaçait avec lui. Je dis le bon sens. Car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine.
les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20 000 chars et 20 000 avions. Oui, il le dit dans l'appel du 18 juin. De Gaulle a une capacité de vision extraordinaire. Et pourtant, j'ai beaucoup écrit contre les visionnaires, puisque j'ai même fait des vidéos, faut-il pendre tous les visionnaires Alors, pas celui-ci, en sens que non. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez De Gaulle, c'est qu'il est à la fois visionnaire et réaliste. Je préfère les stratèges réalistes que les stratèges visionnaires, ou plutôt, je pense qu'il est plus grave d'être visionnaire sans être réaliste que réaliste sans être visionnaire. Mais effectivement, avoir cette double capacité est extraordinaire. Je vous cite un exemple qui est raconté par celui qui est devenu son ministre de la Justice. Enfin, peu importe, je sais plus son nom, mais enfin, il arrive à Londres le 25 juin 1940. Il connaît pas De Gaulle, il arrive parce que et Maurice Schumann, voilà, il vient à Londres parce qu'il veut continuer la guerre. Donc c'est pas tout à fait De Gaulle n'est pas tout à fait le seul à avoir eu cette idée-là. Il prend contact avec les Anglais qui lui disent écoutez, il y a un général là qui est tout seul dans un bureau qui a la même idée que vous devriez aller le voir. Donc le jeune Maurice Schumann arrive dans le bureau de Gaulle le 25 juin 1940. Et De Gaulle lui dit la guerre est finie, les Allemands ont perdu. Alors, Maurice Schumann il dit pourquoi vous dites ça? Il dit vous avez remarqué que les Allemands ne sont pas à Londres, donc ils n'y arriveront pas. S'ils devaient y arriver, ils y seraient déjà. Bon, vous savez, donc la guerre va durer. Si la guerre contre les Anglais dure, inévitablement les États-Unis entreront dans la guerre. C'est impossible autrement. Bon, donc les Allemands vont avoir les Américains sur le dos. Et puis il dit vous avez lu Mein Kampf? Si vous lisez Mein Kampf, vous comprenez que Hitler ne pourra pas s'empêcher d'attaquer l'URSS. Donc, l'Allemagne aura l'URSS et les États-Unis contre elle. Donc, elle va perdre. Mais De Gaulle dit, ça m'intéresse pas. C'est comme si c'était fait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au jour de la victoire, de quel côté sera la France. C'est ça qui est important. C'est ça notre problème. La défaite de l'Allemagne, c'est presque une anecdote. C'est comme si c'était fait. Vous voyez, alors, c'est extrêmement visionnaire, mais c'est pas illuminé. C'est fondé sur des éléments de réalité qui vont s'avérer. C'est-à-dire que ce n'est pas un hurluberlu qui vous raconte ça. Et c'est là où il y a la différence avec Pétain. Pétain est persuadé, ne voit pas ça, est persuadé que les Allemands vont gagner la guerre. Donc c'est un réaliste, Pétain. Et en l'occurrence, il apparaît peut-être un peu plus réaliste que De Gaulle, mais c'est un réaliste non visionnaire. Et le génie de Gaulle, c'est qu'il a ces deux qualités. Il voit au-delà de l'événement. Il est déjà 5 ans plus tard, mais pas de façon fantaisiste, fondée sur des réalités. Il a lu Mein Kampf, lui. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? L'arrivée à Londres de Gaulle. Il y a quand même un coup de génie, parce que ce qui a projeté De Gaulle dans la célébrité, c'est l'appel du 18 juin. Avant l'appel du 18 juin, on ne peut pas dire qu'il soit très célèbre. Alors aujourd'hui, De Gaulle, l'appel du 18 juin, c'est une évidence. Mais en fait, c'est très bizarre que De Gaulle ait lancé l'appel du 18 juin. Pourquoi? Parce que pour Churchill, c'est juste une catastrophe. Churchill, il voit que la France va signer un armistice, et ce qu'il veut, c'est récupérer les plus gros poissons du gouvernement français pour constituer un gouvernement à Londres. Donc il voudrait récupérer Mandel, il voudrait récupérer Daladier, il voudrait récupérer peut-être Reynaud, enfin des hommes politiques de poids. Qu'est-ce qu'il récupère? Un sous-secrétaire d'État à la guerre qui n'est sous-secrétaire d'État que depuis 12 jours. Donc c'est vraiment la mauvaise pêche, la mauvaise pioche. Mais c'est tout ce qu'il a attrapé dans son filet. Alors, on me dirait, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que De Gaulle était à Londres le 18 juin. Mais du coup, la bonne question, c'est pourquoi il était à Londres le 18 juin et pas les autres? Alors, il faut revenir 2 jours en arrière. Le 16 juin 1940, donc, Reynaud démissionne, président du Conseil, et Lebrun nomme Pétain, qui a annoncé qu'il va signer l'armistice. Et le soir, donc, Pétain constitue son gouvernement. Le 16 juin au soir. Et le 17, il annonce qu'il va signer l'armistice. Ce même 16 juin, De Gaulle est à Londres.
Et le soir, il rentre à Bordeaux. Tout ça se passe à Bordeaux, en avion. Et c'est pendant qu'il est dans l'avion que Reynaud démissionne. Quand il arrive, il apprend que Pétain a été nommé président du Conseil. Le lendemain, alors quel est le raisonnement de Gaulle ? C'est de se dire, Pétain est un militaire, comme moi. Donc il va comprendre que dans la stratégie, le premier critère, c'est la liberté de manœuvre. Donc il ne va pas me laisser ma liberté de manœuvre, donc il va me faire arrêter. Donc se dit de Gaulle, il faut que je garde ma liberté de manœuvre. Et là, il va trouver, ce soir-là, c'est un dimanche, ce dimanche soir 16 juin, il va trouver Mandel. Et il lui dit, demain, je vais repartir à Londres pour pouvoir agir, pour avoir ma liberté de manœuvre. Venez avec moi. Et Mandel lui dit, ah ben non, je vais monter sur un bateau pour aller en Afrique du Nord, et puis là je verrai ce que je vais faire, etc. Donc Mandel, il ne comprend pas que l'important, c'est de garder sa liberté de manœuvre. Et de Gaulle le supplie, venez avec moi. Mandel est ministre de l'Intérieur, lui c'est un gros poisson. Il le supplie. Le lendemain, de Gaulle, il repart à Londres, et il part par ruse. C'est-à-dire ce qu'il raconte dans ses mémoires, c'est qu'il a pris l'avion pour aller à Londres. Mais ce que Churchill raconte dans ses mémoires, c'est qu'en fait, il s'est évadé pour pas que Pétain l'attrape. C'est-à-dire qu'il a été dire au revoir à l'aéroport. Il a dit, je vais dire au revoir au représentant anglais à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, je crois. Et l'avion commence à rouler et de Gaulle saute dedans. C'est-à-dire c'est une évasion. Parce qu'il a compris que Pétain va le faire arrêter, comme il a fait arrêter tous les autres, d'ailleurs, puisque finalement, Mandel, Reynaud, Daladier vont être arrêtés dans les semaines qui ont suivi. Et il avait la même idée que de Gaulle, qu'il fallait continuer la guerre, sauf qu'il n'a pas conservé sa liberté de manœuvre. Donc il y a cette audace, cette justesse dans la décision de comprendre tous les tenants et aboutissants qui sont très importants chez de Gaulle. En fait, il s'est dit, que va décider Pétain ? Pétain est un militaire, comme moi. À l'école de guerre, il a appris, comme moi, que l'important, le premier critère de la stratégie, c'est la liberté de manœuvre. Donc, il va me faire arrêter. Et Mandel n'a pas réagi en militaire, lui. Il a réagi en politique. Il n'a pas compris ce qu'allait faire Pétain. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. De Gaulle a compris quelque chose, que pour être de Gaulle, il fallait jouer à être de Gaulle. À un moment, il dit, une fois dans sa vie, il dit « Je suis sur une scène de théâtre et je joue à de Gaulle et les autres vont croire à mon rôle si je fais semblant d'y croire. » Il sait bien face à Churchill qu'il est rien, qu'il est un tout petit poisson, mais il joue au grand seigneur, ce qui va mettre Churchill dans des rages folles, mais il sera obligé d'en tenir compte. Il faut savoir que en janvier 1943, quand même, Roosevelt et Churchill se rencontrent à Casablanca et ils invitent de Gaulle. Et de Gaulle entre en fureur, il dit « Mais Casablanca, c'est la France ». Donc le président des États-Unis m'invite, moi, chef d'État français, sur le territoire français, mais c'est le monde à l'envers, ce serait à moi de l'inviter. Donc il dit, je viens pas. Et là, Churchill entre dans une rage folle et lui dit, si vous venez pas, je vous fais arrêter. Donc, De Gaulle écrit une lettre, je serais heureux de vous recevoir. voilà. Bon. Donc, c'est le côté théâtral du leadership. Je cite un autre exemple, comment il est revenu au pouvoir en 1958. Ça faisait des semaines, des mois qu'il voulait revenir au pouvoir, que l'Assemblée ne voulait absolument pas, parce qu'il craignait effectivement que De Gaulle prenne trop de pouvoir et dissolve cette Assemblée. Le 1er juin 1958, il se présente, il a été donc appelé comme président du Conseil par René Coty, et il se présente à à l'Assemblée. Et là, il va parler 5 minutes. Et il dit, messieurs, donc je viens soumettre mon gouvernement à votre vote. Deuxièmement, dès que vous aurez voté, cette Assemblée sera dissoute. Troisièmement, dans les 6 mois, je proposerai une nouvelle constitution à la France. Quatrièmement, je ne débattrai pas avec vous et je m'en vais. Et il sort. C'est-à-dire que il craignait d'avaler une couleuvre si De Gaulle venait au pouvoir, mais là, direct, il leur file un boa. Le truc le plus inacceptable pour les foutre en rage. Et ils ont tellement peur
que les parachutistes viennent prendre le pouvoir, ces pauvres députés, ou ils sont tellement abasourdis par le culot de De Gaulle qu'ils vont lui voter la confiance. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Ça, c'est vraiment la mise en scène du leadership. Je suis un acteur sur une scène de théâtre. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Il revient au pouvoir en 58 en alimentant une rumeur de coup d'État. Il leur fout la trouille. Mais il va, d'un certain point de vue, et on verra pourquoi, trahir les gens qui l'ont ramené au pouvoir. Enfin, en tout cas, l'armée et les tenants de l'Algérie française vont considérer que De Gaulle les a trahis, puisqu'il faut savoir quand même que De Gaulle a été condamné à mort par l'OAS, et que les gens qui l'ont condamné à mort par l'OAS, c'est ses anciens compagnons de la résistance. Ce qui est quand même, c'est quand même un peu fort de café. Et puis, il faut voir sa réaction le 23 avril 61 au putsch des généraux, où c'est là où il va être absolument ferme et presque impitoyable. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de craintes et de mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Là aussi, on voit quelque chose qui est de l'ordre d'une grande capacité en management, c'est sa capacité à hiérarchiser les enjeux. Je crois que c'est Giscard d'Estaing qui raconte ça, qui dit, mais est-ce que nous, Perfit, je ne sais plus lequel des deux, enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de garder l'Algérie ou un beau, etc. Mais, oui, Perfit. Et De Gaulle lui dit, mais vous croyez que moi, le général de Gaulle, avec ce que j'ai fait pendant la guerre, ça m'est agréable de lâcher l'Algérie ? Vous pensez que c'est par plaisir? Bon, mais simplement, il hiérarchise des enjeux. Il dit il y a l'économie, il y a la place de la France au niveau mondial. On ne peut pas tout laisser la France complètement dériver pour le problème algérien. Voilà, donc ça, c'est une hiérarchie des enjeux. Finalement, ce qu'il dit, c'est quand même il y a un moment où 50 millions de Français, c'est plus important que 2 millions de pieds noirs. Alors, les pieds noirs, ils l'ont mauvaise, certes. Mais, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ou on ne sert pas d'omelette sans manger des œufs. Au choix. Je l'ai vu en direct, cette intervention. J'avais 5 ans, mes parents venaient d'acheter la télévision, et ça m'a marqué. Le général qui vient à la télévision. Alors évidemment, je l'ai revu depuis, donc ça réactive le souvenir. En uniforme, un carteron des généraux à la retraite, bon, un pronunciamento, etc. Et bon, ce qu'il dit, ça tombe juste, quoi. Ça tombe juste, c'est sûr. Par là même, je m'affirme en la légitimité française et républicaine qui m'a été conférée par la nation, que je maintiendrai quoi qu'il arrive, jusqu'au terme de mon mandat, ou jusqu'à ce que viennent à me manquer soit les forces, soit la vie, et que je prendrai les moyens de faire en sorte qu'elle demeure après moi. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi.
bon, je pense qu'il y a un élément de réalité dans le aidez-moi, c'est-à-dire, ben, vous voyez, je suis pas tout puissant, mais par ailleurs, il y a la reconnaissance de quelque chose, c'est que les gens vous sont plutôt reconnaissants des services qu'ils vous rendent que des services que vous leur rendez. Parce que ça crée une dépendance dans un meilleur sens. C'est la théorie de l'engagement, si vous voulez. Quand quelqu'un vous demande de l'aider, en général, vous l'aidez. Mais après, ça vous incite à penser du bien de lui, parce que sinon, ça devient irrationnel de l'aider. Donc ça, c'est un peu les effets de la rationalisation. Quand quelqu'un m'a aidé, finalement, il ne m'a pas fait grandir. Il m'a montré plutôt mes limites et mes bon, donc c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Bon, voilà. Donc je pense que par ce geste aidez-moi, il revient au fait qu'il est dans la nation, quoi, plutôt que au-dessus. Et à ce moment-là, c'est ce qui est pertinent. Français, aidez-moi. Oui, alors d'abord, il ne faut pas opposer stratège et réaliste. Ça, c'est une grande leçon de Gaulle. Je crois que dans une conférence de presse, il dit il n'y a de politique, il n'y a pas de politique hors de la réalité, ou quelque chose, une phrase comme ça. Bon. Effectivement, parfois on a tendance à dire le grand stratège, c'est le visionnaire. Le grand stratège, c'est d'abord le réalisme, parce que la stratégie se joue dans la réalité. Donc il est certainement un réaliste, mais il n'est pas qu'un réaliste, en ce sens qu'il a deux qualités. Il y en a une qu'on a évoquée, qui est effectivement ce côté visionnaire ou de voir loin dans la réalité. Et puis l'autre, c'est de savoir jouer très habilement avec les circonstances. Et là, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu, c'est son coup de poker du 29 mai 1968. Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. C'est absolument extraordinaire. Alors, il faut vous rappeler, donc, en mai 68, grosso modo, on a l'impression qu'il a perdu la main. Et c'est Pompidou qui gère la situation. Bon, alors certains ont dit qu'il était dans un état dépressif. Bon, c'était sûrement pas le meilleur moment de sa vie. Mais enfin, de toute façon, déprimé ou pas déprimé, il était président de la République et il n'allait pas se laisser faire comme ça. Donc le 29 mai, il part en hélicoptère. Et ce qui est extraordinaire, alors on ne sait pas quelle était son idée, c'est qu'il part sans prévenir le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement, le Premier ministre ne savent pas où il est. Bon. Il va à Colombey, l'histoire est connue, et puis il va à Baden-Baden, hein, comme disent les humoristes, je suis parti à Baden-Baden, mais je suis revenu. Bon. Et il rencontre Massu, qui n'est pas rancunier et qui lui remonte le moral. En fait, là aussi, il y a une espèce de théâtre ou de coup de poker. C'est que ce qui est important dans cette affaire-là, c'est que pendant plusieurs heures, on a annoncé partout, De Gaulle a disparu. Et en fait, ça a fait opérer un retournement. Alors après, on a dit, bon, comme il a été à Baden, il va s'y assurer du soutien des forces armées, il va revenir sur un char. Bon, oui. Donc, j'aurais eu peur des chars. Je crois que c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas que les gens ont eu peur des chars. C'est un effet de sidération.
chez beaucoup de gens qui commençaient à en avoir franchement marre des événements, comme on a dit, et qui étaient inquiets que ça tourne au coup d'État, c'est de dire, alors si en plus De Gaulle part en Allemagne, enfin il quitte le pays, alors là c'est donc un accroissement de l'inquiétude. Et finalement, c'est des gens qui avaient envie de le renverser. Ils n'étaient pas si rassurés que ça. Je pense à Mitterrand et Mendès France avec leur déclaration un peu hasardeuse, un peu hâtive à Charletti. Si De Gaulle vraiment quittait le pays, c'était pas si clair qu'ils allaient récupérer la mise. Ils risquaient aussi bien de se retrouver au fond d'une géole. Bon. Donc, ils n'étaient pas non plus rassurés. Et surtout, ce qui se passe, c'est que, en fait, pourquoi De Gaulle a donné l'impression de perdre la main, c'est qu'en mai 68, du 13 au 29 mai, en fait, tous les jours, on regardait ce que faisaient les étudiants puis les grévistes, et on se demandait ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient l'objet de l'attention et qui conduisaient les événements, et le gouvernement était toujours en réaction. Et à partir du 29 mai, ce jour-là, on se demande que va faire De Gaulle. C'est-à-dire qu'il redevient, par cette disparition, il redevient le centre des événements. Alors, je ne sais pas s'il l'avait conçu et pensé, mais c'est un coup stratégique très brillant, et d'ailleurs qui va donner un résultat pour De Gaulle très brillant. C'est-à-dire, c'est reprendre la main en créant la surprise. Ça aussi, ça fait partie des éléments de stratégie, et on peut dire que dans sa vie, De Gaulle, s'il a eu cette image si singulière dans le monde, c'est qu'il a fait un certain nombre de choses complètement inattendues. Bon, l'appel du 18 juin, évidemment, mais le discours de Phnom Penh, le fait de quitter le commandement intégré de l'OTAN, de communier lors de son voyage en Pologne, enfin, des trucs. Bon, voilà, vive le Québec libre en juillet 1967, bon, qui n'est pas la chose que j'admire le plus, mais enfin. Du coup, cette capacité à centrer l'attention sur lui, et donc c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir. C'est que les gens se sont intéressés. Le 24 mai, 68, quand il fait son discours, en fait, il ne reprend pas la main parce que c'est un discours finalement plat, convenu, etc. Et donc, et je me souviens très bien des réactions des étudiants. On s'en fout, quoi. Le vieux, on s'en fout. J'ai re-regardé là récemment ces conférences de presse où il y a des trucs. Par exemple, on lui dit comment allez-vous ? Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. C'est drôle. Et puis, une autre fois, c'est en 61, dans une conférence de presse, il conclut, il dit oui, certains se disent, bon, finalement, on a fait venir De Gaulle pour éviter le chaos. Quand il sera plus là, ce sera à nouveau le chaos. Alors, organisons le chaos tout de suite, qu'il s'en aille. Et il conclut, il dit, eh bien, je demande à réfléchir. C'est très drôle. Voilà. Bir Hakeim, c'est une armée en guenilles. Et puis, les Allemands ne reconnaissent pas l'État français. Eux, ils ont traité avec Pétain. Donc, ils considèrent donc que les Français qui les combattent ne sont pas des soldats. Donc, le droit de la guerre ne s'applique pas. Ce sont des terroristes, comme ils disaient aussi des résistants. Donc, les Allemands annoncent, après la bataille de Bir Hakeim, qu'ils fusilleront les prisonniers français qu'ils ont fait. Puisque, vous savez, dans les règles de la guerre, on ne fusille pas les prisonniers, mais dans les règles de la guerre, c'est des prisonniers d'une armée, d'un État reconnu, existant, en uniforme. Bon, donc, ils annoncent qu'ils vont fusiller les prisonniers. Et De Gaulle fait simplement un communiqué
immédiatement en disant que si les prisonniers français sont fusillés, à son grand regret, il fusillera les prisonniers allemands. Les Français fusilleront les prisonniers allemands, bien que ce soit des combattants en uniforme. Et bon, donc c'est quand même culotté. Je ne sais pas ce que feraient des hommes politiques actuels face à ça. Et 1 heure après, les Allemands annoncent que non, ils ne fusilleront pas les prisonniers français. Ce qui n'était pas gagné, parce que les nazis avaient quand même assez peu de considération pour la vie humaine. Donc on ne savait pas comment ils allaient réagir, mais ils avaient quand même suffisamment de considération pour éviter que leurs propres soldats soient fusillés. Je dois dire, je ne sais pas, quand il a fait ce communiqué, si on pouvait être sûr que les Allemands réagiraient de cette façon-là, parce que c'était des gens qui avaient quand même des raisonnements parfois assez difficiles à anticiper. Alors, qu'est-ce que ça nous montre, ça ? Ça nous montre un De Gaulle finalement négociateur assez déterminé, hein, assez clair, assez ferme sur ses positions, ce qui n'a pas toujours bien réussi, parce que effectivement, quand il négociait avec l'Europe la politique de la chaise vide, etc., bon, il a obtenu le compromis de Luxembourg, mais enfin, il a quand même pas mal énervé ses partenaires. Quand il a voulu éviter l'engagement américain au Vietnam, il n'a absolument rien obtenu. Enfin, il y a eu un certain nombre de coups d'éclat, de négociations qui ont été un peu des coups d'épée dans l'eau. Mais c'était quelqu'un de courageux, et un jour, il a dit à l'ambassadeur de Russie, je crois que c'était à propos du satellite espion, de l'avion espion des Américains, et je crois que l'ambassadeur de Russie, il a dit, mais si vous soutenez les États-Unis, on risque une guerre nucléaire. Et De Gaulle lui a répondu froidement, eh bien, monsieur l'ambassadeur, nous mourrons tous. Oui, mais au sens très didactique, mais au sens de la stratégie, c'est-à-dire il revient toujours. C'est les conférences de presse, j'en ai regardé plusieurs là ces temps-ci, parce qu'il y en a sur YouTube. Donc c'est assez sympa. Effectivement, on lui pose une question et il revient toujours à l'arrière-fond stratégique, la situation, pourquoi, comment les acteurs et tout. Et effectivement, en politique internationale, c'est éblouissant. Alors, une des raisons pour lesquelles je vous disais que je suis pas parfaitement gaulliste, c'est que quand il fait ça en économie, on voit que c'est pas son domaine. D'autre part, le fait que nous avons repris notre faculté de jugement et d'action à l'égard de tous les problèmes semble parfois désobliger un État qui pourrait se croire, en vertu de sa puissance, investi d'une responsabilité suprême et universelle. En somme, si grand que soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre tout en trinquant aux alentours. Alors, moi, j'ai été très frappé par un certain nombre de choses comme ça qu'il écrit entre les lignes. Par exemple, ce qu'il dit des collabos. Ce qu'il dit dans ses mémoires, c'est assez frappant. Il dit finalement, ces hommes, dans leur engagement, ils se sont trompés. Mais leur engagement a aussi illustré l'amour de la France. Ils se sont trompés, mais ce qu'ils ont fait, les risques qu'ils ont pris, parce que c'est qu'ils croyaient faire le bien de la France. Et je trouve ça, c'est très fort aussi dans la hiérarchie des enjeux, de ne pas rester au niveau des... Parce que
des rancunes et des émotions et des colères. Parce que qu'est-ce que la collaboration a dit sur De Gaulle ? Il faut quand même savoir que De Gaulle a été condamné à mort par Vichy. Après, Pétain a été condamné à mort par... Donc, voilà. Non, mais ils sont chacun condamné à mort. Et son attitude vis-à-vis du procès Pétain. D'abord, il dit Pétain a choisi de garder le silence dans son procès. Et il ajoute, et au vu des circonstances, ça valait peut-être mieux. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est important. Hein, il n'a pas de rancune. Enfin, ou s'il a de la rancune contre Pétain, il est passé dessus. Ça veut dire, finalement, on est obligé de juger Pétain. Mais ça n'est quand même pas bon pour la France, ce jugement. Et donc, je ne souhaite pas que Pétain soit trop abaissé. Or, s'il répond, s'il entre dans la discussion, etc., ça va encore plus l'abaisser. Parce que, oui, Pétain, on le juge et on le condamne à mort, mais ça reste le vainqueur de Verdun et le vainqueur de la guerre. Bon. Alors en plus, ils se connaissaient très bien personnellement, donc il y a peut-être ce point-là qui a joué. Donc, et deuxième point, c'est que les juges qui jugeaient Pétain, donc il a été jugé coupable et devait se prononcer sur la peine. Et avant de prononcer la peine de mort, qui découlait du procès, ils ont fait envoyer un petit message à De Gaulle pour s'assurer que De Gaulle le gracierait. Parce qu'il ne souhaitait pas que, évidemment, le maréchal Pétain soit fusillé. Et De Gaulle, évidemment, a fait répondre non. Le maréchal Pétain, s'il était condamné à mort, évidemment, sera gracié par moi. D'ailleurs, ceci se passe en août 1945, et De Gaulle fait savoir que après un an d'emprisonnement, s'il est toujours en vie, parce qu'il a déjà, en 1945, il a déjà 89 ans, s'il est toujours en vie, on le laissera rentrer dans sa maison du sud de la France. Et malheureusement, ça c'est De Gaulle a quitté le pouvoir en janvier 1946, donc un an après, c'était plus De Gaulle qui était au pouvoir, et les gouvernements successifs de 1946 jusqu'à la mort de Pétain en 1951 ont tous refusé de le laisser rentrer chez lui pour raison de santé. Alors, à partir de 1948, il avait complètement perdu la tête. Ça n'avait plus aucun sens de le détenir à l'Île-Dieu. Et ces gouvernements-là, on voit la faiblesse. En fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'ils savaient que s'ils le faisaient, ils se feraient critiquer. Les livres à lire, c'est les livres de De Gaulle. Parce que tout est extraordinaire. Alors, tout. Franchement, ces 4 livres d'avant-guerre, c'est dans une écriture extraordinaire. Ses mémoires de guerre, évidemment, et puis les mémoires de la fin de sa vie aussi. Donc, au fond, De Gaulle, voilà, il écrivait ce qu'il pensait. Donc, pour savoir ce qu'il pensait, il n'y a qu'à le lire. Après, les éléments biographiques détaillés, je ne sais pas, une biographie comme celle de La Couture, vous trouvez tous les détails. Mais en un certain sens, bon, je veux dire qu'il ait vécu à tel ou tel endroit, qu'il ait eu 2, 3 ou 4 enfants, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas l'aspect privé de sa vie. Oui, il y a des détails, mais ça n'est pas ça qui est
qui est déterminant dans le personnage. Alors par contre, effectivement, voir ces discours sur YouTube, alors ça, il y a tous ces grands discours, et moi je m'en lasse pas, et même les conférences de presse, c'est la façon dont il s'exprime. On a la chance d'avoir ça, on aimerait bien voir les discours de Napoléon sur YouTube. Je vous remercie Bruno de s'être prêté au jeu et je vous invite, si cet épisode vous a plu, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.